Tout d'abord, bienvenue à Sciences Po. Je suis très heureuse et émue de vous recevoir toutes et tous pour parler d'une question qui est une question à la fois fondamentale et un peu le référent absent, pour reprendre Derrida, à la fois de notre conception du politique et de notre rapport aussi académique à ce que c'est que la justice, à ce que c'est que le rapport à ce qui est naturel, normal et nécessaire. Donc je suis d'autant plus heureuse de travailler sur ces sujets après avoir beaucoup travaillé sur les conditions de possibilité de l'égalité à travers les groupes humains qui ont été exclus de la communauté politique et juridique. En étant d'ailleurs bestialisée, animalisée, je travaille clairement sur la frontière entre humain et non humain, et en particulier ce rapport à ce que c'est qu'être catégorisé comme associé à l'animalité ou à une animalité qui n'est pas compatible avec notre conception de la modernité. Donc j'avais fait en particulier un séminaire avec Kautar Archi, labellisé Collège international de philosophie, sur la frontière animal-humain et le rapport aux dominations et aux émancipations. Et puis, donc j'avais travaillé en particulier aussi sur la convergence des luttes, plutôt appelée confluence ou alliance, synergie entre les différentes causes, féminisme, antiracisme, écologie, justice sociale. Et j'avais intégré déjà l'antispécisme. Et j'ai ensuite fait un zoom sur la question animale et sur le mouvement animaliste. Et c'est une plongée qui est une plongée complexe, une plongée qui est peut-être un peu, comment dire, déstabilisante. Parmi vous, il y a des activistes que j'ai interviewés dans le cadre de cette recherche. J'ai fait 59 entretiens de responsables d'associations et activistes du mouvement animaliste dans sa diversité. Donc ça va de la SPA jusqu'à lutte hybride, mais aussi nous aurons ce soir la secrétaire générale d'Attaque. L'enjeu, c'est vraiment de donner à entendre la voix des plus vulnérables et ce rapport à l'émancipation à travers la lutte, la seule lutte où nous ne pouvons être que des alliés. Donc ça nous interroge sur notre répertoire d'action, sur nos incohérences, sur l'imbrication de l'intime et le politique, puisqu'on est d'emblée sur ce que l'on considère longtemps comme à la fois personnel et éminemment politique, la manière dont on mange, la manière dont on se vêtit, la manière dont on considère qu'on se divertit. Donc j'ai à dire 3 mots encore qui sont les 3 mots que j'ai le plus entendus en suivant des observations, puisque j'ai suivi 10 observations. Merci, bon courage, décalez-vous. Merci. Merci aux éditions Stock et Philosophie Magazine de m'avoir invité à faire une immersion. J'ai choisi de faire cette immersion donc dans l'endroit où il me semblait que c'était le plus avant-gardiste dans notre rapport à ce que doivent être les conditions de possibilité de l'égalité dans l'articulation entre la liberté, l'égalité et la fraternité / solidarité. Donc merci à Stock et à Philosophie Magazine d'avoir accepté ce défi-là. Merci à tous les activistes, toutes les associations d'avoir accepté que je les interviewe, que je les accompagne dans leur action. Bon courage. Bon courage parce que vous êtes les Gwynplaine contemporains. Vous êtes ceux qui montraient la violence du monde et qui êtes à la fois des Cassandres et des Perséphones. C'est difficile de revenir du royaume des morts et de dire que la modernité politique est fondée sur le pouvoir de laisser vivre ou de tuer. C'est pas confortable. C'est souvent limite indécent, déstabilisant. Donc il faut beaucoup de courage. Il nous faudra aussi beaucoup de courage d'en parler trop rapidement en donnant uniquement 5 minutes à tous les intervenants. J'ai fait le choix de donner la parole à quelques-uns et quelques-unes des personnes que j'ai interviewées. Et puis décalez-vous, c'était ce que disaient les personnes que j'interviewe, les passants dans les différentes actions de sensibilisation. Donc ce merci, bon courage était quand même l'aveu que l'omerta est quand même très ébréchée sur ces violences structurelles. Et le bon courage était la prise de conscience qu'il en fallait. Et le décalez-vous, c'était on
on reconnaît que c'est pas bien la maltraitance animale à condition que ça nous dérange pas trop dans notre vie à la fois personnelle et collective. Aujourd'hui, on va être décalé par les différentes actrices et acteurs. J'ai choisi de vous donner 3 tableaux, qu'on en discute à travers 3 temps. Et donc, on va commencer par un premier temps sur où on en est aujourd'hui de ce moment paradoxal entre prise de conscience de cette maltraitance, en particulier les vidéos qui ont été portées par L214, nous donne à voir, à briser cet écran un peu à la caverne de Platon. Hein. On sait ce qui se passe pour permettre nos vies apparemment douces. Il y a cette dimension-là. 84% des personnes interviewées considèrent qu'ils sont contre l'élevage intensif. Or, il n'y a que 2% de véganes et 8 animaux abattus sur 10 en France proviennent des élevages intensifs. Donc comment est-ce qu'on arrive à vivre ce moment-là où avec la loi du plomb, on permet d'intensifier l'élevage intensif, on voit qu'au niveau juridique, il y a eu des avancées, mais qu'il y a beaucoup de résistance, voire de régression au niveau européen comme national. Donc comment est-ce qu'on vit ce moment paradoxal? Et nous commencerons par ça. Ensuite, je vais donner la parole à des activistes qui sont du côté de la dénonciation, mais aussi du côté de l'annonciation, de l'annonce vers un autre monde, d'alternatives. Donc vous avez là les créations, en particulier de William Pilate, que je remercie et qui sera avec nous. Il y aura aussi Victor Durand-Lepeuche, que vous devez connaître comme créateur et animateur du podcast Comme un poisson dans l'eau. Je le remercie. Catherine Rutz, qui est venue de l'Est de la France. Elle est bénévole pour la Fondation pour les ours au parc alternatif des loups et des ours de Forêt-Noire. J'ai eu la chance d'y aller avec elle. Et Tiffany Day, artiste féministe et animaliste, qui est avec Fantin. Et nous les remercions d'être là. Nous finirons par la manière dont cette question met au défi notre rapport aux politiques, avec Lou Chenet, secrétaire général d'Attaque, avec Melvin Joss, directeur de Convergence Animaux Politiques, avec Doushka Markovic, cofondatrice et coprésidente du Parti animaliste, conseillère de Paris. Et malheureusement, Claire Nouvian ne pourra pas être avec nous. Il y a eu un changement de date lié à un appel intersyndical à la grève. Et donc, voilà, elle ne pourra pas être avec nous. On va commencer tout de suite par différentes voix du mouvement animaliste sur le comment vivre ce moment paradoxal entre avancée et résistance. Je vais donner la parole par ordre alphabétique, tout bêtement. Donc à Brigitte Gauthière, cofondatrice et directrice de L214. Il y aura ensuite Tiffaine Lagarde, cofondatrice et présidente de 269 Libération Animale. Christophe Marie, directeur des affaires nationales et européennes de 30 millions d'amis, ancien porte-parole de la Fondation Bardot. Et Anne Soin, qui représentera donc la SPA en tant que responsable des études. Je vous donne tout de suite la parole, Brigitte, pour commencer, pour L214. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci déjà pour tout ce travail fait autour de la question animale, justement, la sortir de l'invisibilisation dans laquelle elle est. Je voudrais commencer avec un sondage qu'on vient de réaliser et j'ai envie de partager un résultat assez fort avec vous qui, justement, peut montrer ce moment paradoxal entre avancée et résistance. Donc c'est un sondage qu'on a fait avec un institut de sondage auprès de plus de 1000 personnes, représentatives, etc. etc. Je vais d'abord vous faire deviner, vous allez dire votre chiffre en tête. Notre société devrait tendre vers une alimentation et une agriculture sans abattoir ni mise à mort des animaux. Combien de personnes sont d'accord avec ça? On retire ceux qui n'ont pas d'opinion. Allez-y. 70%? Oula, t'es super optimiste. Non, c'est 49%, ce qui est déjà plutôt pas mal. Presque la moitié des gens seraient d'accord avec ça. Et ça illustre bien justement ce moment paradoxal où il y a une
Quand les gens sont au courant, quand on montre les effets concrets du spécisme dans la question de notre alimentation, notamment par les images qu'on peut montrer, c'est des effets très concrets sur les animaux. Et tu l'as rappelé, plus de 8 personnes sur 10 sont opposées, alors que plus de 8 animaux sur 10 sont dans ces conditions-là. Aujourd'hui, on arrive à faire reculer certaines des pires pratiques. C'est des avancées qui sont modestes par rapport aux animaux. C'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, par rapport à hier, il y ait moins de poules qui soient gardées dans des cages pour produire des œufs. C'est l'engagement à ne plus utiliser les pires pratiques en ce qui concerne les conditions d'élevage et d'abattage des poulets et des cochons, avec des engagements qu'on a obtenus, j'ai dit on, c'est le mouvement animaliste dans son ensemble, sur des entreprises, supermarchés, hôtellerie-restauration, fabricants et même producteurs. Tout ça, c'est plutôt pas mal, mais si on regarde, on a 63% des gens qui disent qu'ils ont réduit leur consommation d'animaux. Et pourtant, quand on regarde l'évolution de la consommation de viande, elle stagne, mais pire, en fait, l'effet est pire, puisque la consommation stagne, ça baisse la consommation des bovins, et puis ça augmente la consommation des oiseaux. Donc en réalité, il y a beaucoup plus de victimes aujourd'hui encore qu'hier. Donc autant vous dire que côté L214, on fait un peu le constat d'un échec. Depuis qu'on existe, en fait, il y a de plus en plus d'animaux qui sont tués pour la consommation alimentaire française. Moment paradoxal aussi, de plus en plus de gens se disent sensibles à la question des animaux, pensent agir et sont convaincus d'avoir agi, et je pense qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent, mais dans les faits, ça ne se traduit pas. On a un mouvement de plus en plus fort de l'industrie pour essayer de limiter les effets des associations, de l'ensemble des associations qui luttent notamment, nous on est plutôt concentrés sur l'industrie de la viande, qui luttent contre. Donc on voit apparaître la cellule Déméter pour essayer de contenir, d'intimider les mouvements sur la question animale et sur la question environnementale, vraiment sur la question agricole. On a des propositions de loi qui cherchent à restreindre les revenus des associations, des ressources des associations comme L214 et d'autres. Nous, on a de plus en plus, et je pense que d'autres pourront en parler, d'auditions, de procès bâillons pour essayer de nous faire reculer et de passer un certain nombre de temps et de ressources financières à essayer de nous défendre par rapport à ça. Aujourd'hui, si on regarde L214, on a une trentaine de procès bâillons qu'on mène depuis les débuts de l'assaut. Et tout dernièrement, l'intimidation de la presse, ça s'est vu à Dijon, en marge des manifestations des agriculteurs le 25 septembre, à Dijon. La FDSEA 21 et les jeunes agriculteurs sont allés déverser des pneus devant le bien public sous prétexte qu'ils ont fait 5 à 6 articles qui parlaient de l'actualité de L214 et de l'actualité sur la question du débat public autour des cancers qui seraient dus justement à l'usage des pesticides. Donc intimidation de la presse, je trouve qu'on passe encore un pas au moment où on parle souvent de convergence des luttes, où on voit qu'on vient de passer la 7e limite planétaire en ce qui concerne les océans. Aujourd'hui, on a vraiment des situations où non seulement on peut agir contre le spécisme, contre l'exploitation des animaux, mais en plus ça a des effets bénéfiques sur les animaux sauvages, sur les animaux humains aussi. Et pourtant, ça ne l'est pas. On voit apparaître un clivage artificiel du débat, justement instrumentalisé par l'industrie de la viande pour faire penser qu'il y a un débat qui se tient entre d'un côté les véganes et de l'autre côté les éleveurs, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a une question à vraiment adresser, la question du spécisme. On est du côté, on défend la question animale, c'est pas pour être contre les autres, mais de fait, il va falloir faire bouger un système alimentaire, un environnement alimentaire qui aujourd'hui favorise la consommation de viande.
Et c'est pour ça qu'on va aussi, avec L214, en tout cas, se dire, mais c'est quelle marche qu'on peut proposer pour avancer très concrètement sur la réduction du nombre d'animaux qui sont impliqués dans cette industrie. Le moins 50 d'ici 2030, réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour l'industrie agroalimentaire française, pour l'alimentation en France d'ici 2030. C'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif qu'on doit relever aujourd'hui, faire diminuer ce nombre d'animaux tués. Voilà, je n'ai pas du tout de notion du temps, j'imagine que c'est déjà écoulé. C'est très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tiffany. Tiffany Lagarde pour 269 Libération Animale. Bonsoir à toutes et tous. Alors, j'incarne sans doute la voix radicale de l'antispécisme, et tant mieux. Lorsqu'on parle depuis le béton des abattoirs, quand on a les pieds dans le sang, il est difficile et voire indécent de parler d'avancée. Les mots ne sont plus d'aucun secours quand on est dans les abattoirs. C'est devenu autre chose pour tous ces militants et moi-même, c'est devenu une question de vie ou de mort. Alors évidemment, on est venu dans les abattoirs pour vaincre et pas seulement pour regarder, et peut-être que ça change beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, le message que 269 Libération Animale veut apporter, c'est celui de dire qu'une lutte ne peut pas être efficace si elle reste loin des opprimés. Nous aimerions qu'il y ait plus de monde dans les abattoirs, plus de monde qui rampe dans le sale, qui lutte à hauteur d'animaux, qui regarde les condamnés dans les yeux et qui les suivent dans le couloir de la mort. Peut-être faut-il se coucher en bas du monde pour pouvoir lutter d'une manière décente. Le réel, c'est quand on se cogne. Moi, ma certitude, c'est que pour que le mouvement antispéciste devienne quelque chose, il doit apporter de nouveaux récits et des actions fortes. La pratique de l'action directe permet d'engendrer ces nouveaux récits. Tout d'un coup, on impose un nouvel universel, des nouvelles histoires avec des animaux, et on oppose à la masse des anonymes la singularité des évadés. Et ça, je crois que c'est un concept assez révolutionnaire. Cette arrivée des corps animaux dans l'espace politique est en soi une véritable révolution. Il faut aussi des actions fortes. Quand on s'est cogné à la violence des abattoirs, quand on l'a vécu dans sa chair, on comprend que cette violence-là, on ne peut la combattre qu'au corps à corps, comme dans une guerre. Aujourd'hui, l'information n'est pas suffisante. L'information de l'opinion publique. Quel rapport finalement entre la visibilité et la transformation du monde ? Je crois que si on avait des doutes, le génocide à Gaza nous l'a montré. C'est un génocide qui est largement documenté, avec une information que l'on trouve partout, et pourtant, que se passe-t-il ? Alors peut-être faudrait-il s'inspirer et se poser surtout cette question dans le combat animaliste. Alors l'espoir, c'est sans doute notre seul devoir politique. Moi, mon seul espoir, c'est d'apporter du conflit dans ce mouvement antispéciste, d'apporter de la confrontation, d'en faire un mouvement d'opposition qui soit en capacité de faire peur à tous ceux qui fabriquent aujourd'hui l'exploitation animale, à ces quelques grands noms dans le monde. Et il me semble que c'est aujourd'hui, malheureusement, une optique qui n'est pas assez visible. Je crois très fort en l'action directe. Je pense qu'elle peut produire cette étincelle et cette fracture dans le débat social et qu'il faut absolument aujourd'hui qu'elle soit une voix de militantisme qui soit prise au sérieux. Je pense qu'on a besoin de s'imposer pour être visible. On doit être conquérant. Nous n'avons pas le choix. Les animaux vivent derrière des murs la nuit, ils sont transportés dans des camions que personne ne voit. Et je pense que si on n'arrive pas à exister comme mouvement fort, eh bien, il n'y aura jamais de résultat. Donc aujourd'hui, je plaide de tout mon cœur et de toute mon âme pour tous ces animaux rencontrés nuit après nuit dans les abattoirs, pour faire advenir un mouvement véritablement offensif. Et selon moi, sans cela, il n'y a pas beaucoup d'espoir possible. Merci. Merci beaucoup. Christophe, Marie. Oui, merci. Alors tout d'abord, moi je voudrais dire que toutes ces prises de position qui peuvent différer se complètent. Elles ne s'opposent pas.
ce que vient de dire Tiffaine est très important, et le travail qui est fait aussi. Alors moi, j'ai toujours tendance à voir les choses assez positives, même si aussi j'ai vécu des actions directes avec beaucoup de cadavres autour de moi, mais beaucoup d'animaux sauvés malgré tout, et c'est cela que je regardais en priorité. Donc je ne veux pas qu'il y ait d'opposition dans les luttes, parce que je pense qu'au contraire, elles s'ajoutent, et c'est ce qui permet aussi de faire avancer ce combat. D'autant que, effectivement, j'ai plus de 30 ans derrière moi d'action au niveau d'organisation, principalement au sein de la Fondation Brigitte Bardot, même si aujourd'hui je suis à la Fondation 30 millions d'amis, et j'ai vu quand même aussi l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quand vous parliez de la condition animale, de la souffrance des animaux, c'était totalement ridiculisé. On ne parlait pas d'empathie, mais de sensiblerie, et on partait de très très loin. Donc effectivement, les actions qui ont permis de montrer la souffrance animale, que ce soit les abattoirs, mais aussi les animaux dans les laboratoires de recherche, ont permis d'ouvrir les yeux, les vidéos de L214 également. Mais on part de loin, et ce qui a probablement aussi modifié la prise en compte de cette action, c'est l'arrivée de scientifiques, évidemment, d'études qui ont été faites aussi sur les capacités des animaux à ressentir la douleur, la souffrance évidemment, et puis aussi des intellectuels de tout genre qui se sont rattachés à ce mouvement. Et c'est pour moi très important, et c'est là peut-être où je suis un peu pas en opposition, parce qu'encore une fois, je ne veux vraiment pas qu'il y ait d'opposition dans les points. Une radicalité peut faire peur aussi aux personnes qui sont susceptibles de nous aider dans ce combat. Et c'est là où je pense qu'il faut considérer que cette radicalité, elle est indispensable, mais il ne faut pas non plus, derrière, considérer qu'une approche de travail avec des politiques notamment est quelque chose où on abandonne l'animal, parce qu'on ne l'abandonne pas, on a en tête effectivement ces points-là. Donc tout ça pour dire qu'effectivement on part de très très loin, il y a eu des avancées pendant quand même pas mal d'années, et c'est vrai qu'on est dans une phase aujourd'hui, mais c'est vrai pour tous les combats environnementaux, où il y a une remise en question, il y a un recul, et c'est très préoccupant. Moi je travaille plus sur l'aspect européen, et c'est vrai qu'on a vu pendant la phase ascendante notamment la nécessité de travailler avec des pays qui étaient plus avancés sur la question animale, comme la Suède, les Pays-Bas ou l'Allemagne, même si aucun modèle n'est exemplaire. Mais la France, qui était vraiment la lanterne rouge, a été obligée un petit peu de bouger dans ces lignes. Mais aujourd'hui, et là, pour le coup, le frein qui existe, c'est aussi la présence forte de la droite et de l'extrême droite au niveau du Parlement européen. Moi, je connais mieux le Parlement européen que les autres instances européennes. C'est terrible, parce que le pacte vert qui contient la stratégie de la ferme à la table, qui prévoit notamment une révision des règlements bien-être animal avec possiblement une sortie des cages pour toutes les filières d'élevage, est un point qui est visé par certains groupes comme le RN. Il faut abattre ce pacte vert. Donc ça devient même quelque chose qui est audible pour leurs sympathisants. Et ça, c'est très préoccupant, parce que les rares avancées, les rares espoirs qu'on avait pour faire changer la condition animale sont aujourd'hui remis en cause, et sont même devenus des arguments qui peuvent être entendus. Donc ça, c'est très problématique. Et c'est pour ça qu'effectivement, il ne faut pas non plus se reposer nos espoirs sur un mouvement politique, parce qu'il est très fluctuant, mais le travail qui est fait par chaque organisation, les actions directes qui sont menées, ce sont des graines quand même qui germent dans l'opinion publique. J'ai eu quelques jours, il y a le procureur général de Cour d'appel d'Aix qui parlait donc justement d'un travail qui est mis en place pour des enquêtes qui sont faites dans les foyers où des animaux sont maltraités, pour s'assurer que des personnes n'étaient pas maltraitées, et inversement, quand des enfants ou des femmes étaient battus, s'assurer qu'il n'y ait pas d'animaux aussi qui pouvaient être victimes de ces violences. Lui me disait qu'au niveau des magistrats, et ça c'est très nouveau parce que pour le coup ils étaient très en retard sur la question, c'est une question maintenant, enfin un point qui est pris en compte. Donc tout ça pour dire que évidemment il y a des reculs, des avancées et des reculs, mais en fait on travaille tous un peu sur comme le système des vases clos, c'est-à-dire que ça vient d'un côté ou de l'autre, mais au final il y a quand même quelque chose qui impacte et qui aura des résultats. Enfin en tout cas moi je veux y croire, parce que sinon autant arrêter tout de suite. Donc en tout cas merci à chacun pour agir à son niveau déjà.
Et puis, voilà, c'est tout. Merci à tous. La parole à la SPA. Bonjour à toutes et tous. Merci Réjeanne d'avoir organisé cet événement et d'y convier la SPA. Et je vous prie de nous excuser pour l'absence de notre président. Alors, la SPA est d'abord une association de terrain et nos missions concernent essentiellement la prise en charge des animaux domestiques, au premier rang desquels les chats et les chiens. Je dis essentiellement car notre grand refuge de Pervenchères, qui a ouvert en 2016, accueille d'autres espèces, mais la question des animaux sauvages et de rente demeure un continent encore peu exploré par notre association. Ce propos abordera donc la protection animale par le prisme des animaux domestiques, ce qui ne signifie évidemment pas que le sort des autres espèces nous indiffère. Vous nous interrogez, chère Réjeanne Sénac, sur notre vision de la situation paradoxale que connaît la protection animale entre avancée et résistance. Cette situation paradoxale, nous la constatons à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur le plan législatif et réglementaire. Plusieurs lois ont successivement réaffirmé l'impératif d'épargner des souffrances aux animaux et de soumettre leur commerce et leur détention à des conditions propices à leur bien-être. La police et la gendarmerie ont désormais des référents en protection animale. Dans la loi de 2021 contre la maltraitance animale, les sanctions contre les auteurs d'actes de cruauté ont été renforcées, jusqu'à 5 ans potentiellement d'emprisonnement pour des sévices ayant entraîné la mort. Les liens entre violences contre les animaux et les violences familiales ont été établis et certaines pratiques préjudiciables ont été interdites, comme l'exposition en vitrine de chats et de chiens vendus par les animaleries. Pourtant, la loi de 2021 et les autres comportent de trop nombreuses lacunes. Des lapins, souris et autres petits animaux restent derrière les vitrines et pour les autres, chats et chiens, ces mêmes animaleries peuvent toujours les proposer en click and collect. Les salons du chiot et du chaton restent autorisés et des milliers d'animaux sont mis à disposition sur les sites de petites annonces. À l'instant T, près de 4000 chatons et 7000 chiots sont proposés sur un site bien connu au milieu des meubles et des vêtements d'occasion. Les particuliers, qui n'ont plus le droit de vendre les petits dont ils détiennent la mère, peuvent, avec des formalités minimales, se transformer en petits éleveurs et arrondir leur fin de mois avec une portée par an, au détriment des refuges et surtout au détriment des animaux qui sont produits en surnombre et risquent d'être cédés à n'importe qui. Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent la faiblesse du législateur quand il s'agit de défendre l'animal contre les intérêts privés, malgré l'affirmation de grands principes. Comme la protection de l'enfance, celle des animaux est encore trop souvent absente des programmes et discours des grands partis politiques. Pas une ligne ou pas une minute d'antenne sur les millions de chatons errants qui meurent chaque année. À l'instar des enfants, les animaux ne votent pas. L'État laisse les associations gérer l'accueil des animaux saisis pour maltraitance ou abandonnés, et ces associations doivent assumer, avec des subventions inexistantes ou très insuffisantes, une mission de service public. Le tableau serait bien sombre sans les donateurs et bénévoles toujours plus nombreux à s'engager et qui tentent de compenser ce défaut d'engagement étatique. Merci à eux. Les citoyens sont aussi capables de se mobiliser en masse pour interpeller les pouvoirs publics, pour peu qu'on les informe des enjeux et qu'on facilite leur démarche. On l'a vu à la SPA récemment avec le futur règlement européen pour la protection des chats et des chiens, un règlement forcément technique, complexe et sur lequel nous sommes parvenus à faire interpeller les élus par les citoyens. Les évolutions sociétales sont elles aussi marquées par ce paradoxe. 55% des Français ont un chat ou un chien et beaucoup les considèrent presque comme un membre de leur famille. Les hôtels pet-friendly se multiplient et certains EHPAD commencent à réfléchir à la meilleure façon d'accueillir les animaux des résidents. Pourtant, nombre de nos concitoyens continuent d'acheter des animaux comme on achète une peluche, sans véritable conscience des responsabilités qu'ils devront assumer envers eux pendant 10 ou 20 ans. On se débarrasse des animaux devenus encombrants ou ingérables faute d'éducation, des petits issus de portées non désirées mais non prévenues. On s'en débarrasse dans la nature, dans des poubelles ou, dans le meilleur des cas, dans nos refuges. Au risque de dire une platitude, notre rapport aux animaux reflète aussi les maux de notre société. Certains humains n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leur animal quand les liens familiaux ou sociaux ne leur permettent pas de faire face aux crises, qu'elles soient matérielles, médicales ou autres.
Les personnels de nos refuges se voient contraints d'absorber la détresse humaine et animale au quotidien. Nous avons malgré tout le sentiment, pour les animaux de compagnie tout du moins, d'une évolution relativement positive à l'échelle des dernières décennies. Des dizaines de milliers de bénévoles s'engagent dans les refuges, les tortionnaires d'animaux sont parfois condamnés par la justice et toujours par l'opinion publique. Le respect des animaux est enfin inscrit dans les programmes scolaires, même si ça reste encore superficiel. Pour nous, et ce sera ma conclusion, l'éducation de la jeunesse comme des adultes reste le principal facteur d'amélioration à long terme. Merci. Merci beaucoup à la fois pour votre analyse et votre... vraiment, il y a l'idée de diversité tactique, hein, comme l'a rappelé Christophe Marie, et de cette synergie entre les différents types d'actions, de répertoire d'actions. Donc merci beaucoup pour vos analyses. Je vous propose qu'on ne fasse pas un sas de questions à chaque table ronde, sinon j'ai peur qu'on n'ait pas le temps ensuite. Donc on va faire les trois tables rondes et ensuite on aura un temps pour discuter avec vous, d'autant plus que parmi vous, il y a aussi des personnes qui représentent d'autres associations. Donc ça sera aussi l'occasion de vous donner la parole. Donc je vais inviter, et merci, sans doute qu'on vous ressollicitera dans le débat. Donc je vais inviter Victor Durand-Lepeuch, Wilène Pilate, Catherine Rust et Tifendé à venir me rejoindre. Et si les personnes sont... N'hésitez pas à venir vous asseoir, il y a de la place devant. Hein, pour celles qui sont sur le côté, n'hésitez pas à descendre. Donc l'idée de cette deuxième table ronde, c'est au-delà de ce moment paradoxal, qui est paradoxal pas uniquement sur l'égalité de la prise en compte, en considération à égalité des intérêts des différents individus sentients, quelle que soit l'espèce, mais plus largement sur notre rapport à l'égalité. J'ai eu envie, parce que c'est aussi essentiel, de donner à voir, alors de manière limitée, et si vous avez le courage de lire l'ouvrage, vous verrez que je donne à voir plus de diversité d'alternatives et de types d'activisme, mais je voulais donner à voir de nouveau, dans des logiques de répertoire d'action diversifiées, des alternatives de réponse et pas seulement une dénonciation, une mise en visibilité des violences, mais aussi le fait de nous aspirer vers un horizon qui soit un horizon plus cohérent et plus beau et plus joyeux. C'est pour ça que l'art, comme souvent, a de la place dans ce moment-là. Puis ensuite, on reviendra plus aux frontières et aux manières dont on s'empare de cet enjeu politique, à la fois par les idées, par la création, mais aussi à travers l'activisme politique et la mise en agenda dans les politiques publiques. Mais je voulais avoir ce moment-là et donner la parole à ces activistes. Donc, on va commencer par Victor Durand-Lepeuch, que je vais quand même présenter, même si je pense que tout le monde le connaît ici. Créateur et animateur en particulier de Comme un poisson dans l'eau, qui a lui aussi une actualité éditoriale, et on sera le 2 octobre à l'Académie du Climat d'ailleurs pour son ouvrage qui vient de sortir. Qui sort vendredi en fait. Qui sort vendredi. Ouais. Donc on va commencer par toi, Victor. Peut-être nous dire justement en termes d'alternatives, pourquoi tu as choisi de faire ce podcast comme voie en fait pour à la fois dénoncer mais aussi annoncer cette émancipation partagée. Oui, merci beaucoup Réjeanne pour l'invitation et bonsoir tout le monde. Oui, moi j'avais notamment lancé Comme un poisson dans l'eau, ce podcast que j'anime depuis maintenant bientôt 4 ans, aussi pour essayer de tracer la voie, de vraiment pousser plus loin notre compréhension du sujet, de ce qui nous anime, enfin de ce qu'on combat tous dans la salle, le spécisme, de mieux le comprendre, ce système dégueulasse en fait, qui s'approprie les corps de milliards d'individus juste parce qu'ils ne sont pas de la bonne espèce, mais aussi en contrepoint de tracer tout un projet politique. En fait, je ne le trace pas tout seul, je le fais avec des dizaines et des dizaines d'invités fantastiques, beaucoup de personnes dans la salle qui sont passées dans le podcast et puis partout dans le mouvement, et il y a encore tellement de personnes à interroger
pour voir toutes les façons différentes de porter les intérêts des autres animaux. C'est aussi, le but, c'est de montrer quelle est l'alternative. C'est aussi ce sur quoi tu nous interroges, Réjeanne. C'est quoi les alternatives ? J'avais bien envie, là, ce soir, d'en profiter pour rappeler quelque chose de simple, mais j'ai l'impression qu'on ne dit pas suffisamment dans le mouvement, c'est que l'alternative au spécisme, c'est l'égalité. Et en fait, c'est pour ça qu'on se bat in fine, et ça paraît incroyablement radical, et je ne sais pas, même impensable, absurde pour beaucoup, de dire qu'on peut construire une égalité avec les autres animaux. Quand on dit ça à des personnes qui se sont pas posé 2 secondes la question, on se dit ça tient pas debout, et c'est là que pleuvent en fait l'avalanche d'idées fausses, de mécompréhension, de caricatures de ce que serait l'antispécisme. Mais en fait, je pense sur fond de refuser que cette égalité-là, qui paraît complètement impensable, radicale, tellement on en est loin, en fait. Ça paraît pas la priorité quand on est dans un système qui tue autant d'individus, qui respecte tellement peu, qui les broie, qui les objectifie, qui les voit pas comme des personnes. La domination est tellement vénère qu'on se dit l'égalité, on verra plus tard. Déjà, on arrête les violences. Déjà, on va vers un monde vegan. Mais en fait, je pense que ça fait du bien de se rappeler aussi quel est l'horizon de long terme vers lequel on a envie de tendre. Et aussi au quotidien, je suis content d'avoir à côté de moi un compagnon d'une autre espèce, de se dire dès aujourd'hui, dès maintenant, dès ce soir, on peut aussi réfléchir à comment on fait pour vivre avec les autres animaux d'une façon la plus égalitaire possible, au-delà de l'ambition qui nous porte aussi tous, parce que c'est affreux de se dire oui, arrêtons ce système horrible qui se les approprie, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a aussi des réponses à proposer sur cet après, mais qui est en fait déjà un maintenant pour plein d'individus qui sont rescapés finalement de l'élevage et qui portent encore les stigmates de ce système affreux. Et je voulais pas parler que de choses déprimantes, même si c'est toujours difficile quand on parle du spécisme, mais d'essayer de dire que les choses peuvent commencer à changer aussi pour tracer la voie vers ce monde antispéciste qu'on appelle de nos vœux et de nos actes militants, parce que c'est un projet exigeant, et que c'est encore si difficile, en fait, même ne serait-ce qu'à mettre les bons mots parfois, ça reste incroyablement difficile de juste parler du spécisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un système de domination, d'oppression. Déjà, même ça, en fait, juste mettre les mots, ça paraît rien, enfin, ça commence à peine à sauver les individus qui sont concernés par cette oppression-là, mais c'est un des débuts qu'on peut essayer de tracer, et déjà ça, c'est dur, mais on commence à essayer Enfin, il y a des choses qui bougent, j'ai l'impression. Il y a des choses qui me donnent espoir en ce moment, et je voulais aussi mettre l'accent là-dessus, sur les signes que les choses peuvent changer. J'ai l'impression que ton livre, Réjeanne, s'inscrit dans quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, de pouvoir enfin poser les termes et d'être accueilli quand même dans les médias. Je pense que tu passais hier midi dans La Terre au carré, et le cadrage de l'émission te permettait complètement de dérouler le cœur du projet antispéciste, de parler d'égalité, de parler d'antispécisme sans être caricaturé, sans être emmené, comme souvent dans les médias quand on en parle, dans des impasses ou tout de suite dans les caricatures, ou à devoir déblayer 1000 idées pas intéressantes ou fausses avant de pouvoir en arriver sur le cœur de ce que tu portais. En fait, tu as pu passer toute l'émission à en parler, et il y a de plus en plus d'opportunités comme ça. Il y a quelque chose qui bouge dans le monde éditorial. Moi, pour le livre, l'ouvrage dont tu parlais, qui sort vendredi, on est venu me chercher. Et une maison d'édition qui jusque-là avait parfois eu des ouvrages un peu lointains sur la question animale, mais pas du tout avec un angle antispéciste, a voulu ajouter un titre à sa collection, En finir avec les idées fausses, a accepté de suivre cette direction finalement assez radicale, de dire on va vraiment parler du fond du projet. Il y a d'autres maisons d'édition qui ont des projets similaires, et ça donnera des livres qui sortiront dans quelques mois. Il y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression, en ce moment. Ça se passe aussi dans les médias. Le 13 octobre, il y a eu la première série radiophonique donc LSD. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur France Culture, mais c'est une des plus prestigieuses, importantes, écoutées. Je crois que c'est des centaines de milliers d'écoutes à chaque série. Et donc il y a la première série sur l'antispécisme. Ça s'appelle « Le monde après le spécisme, en finir avec l'oppression des animaux ». Et c'est répété au début de chaque épisode, et avec certaines d'entre vous qui êtes interrogés dans ce LSD, porté par Pauline Chanu, journaliste qui a signé d'autres séries incroyables, beaucoup sur le féminisme, enfin les féminicides, et une sur l'hystérie, et qui là a apporté un projet antispéciste qui a été accepté. Et elle n'a pas interviewé Jocelyne Porcher en contrepoint. Ce qui n'était pas gagné, en fait. Ce
qui n'était pas gagné parce que c'était une des conditions qui lui étaient posées initialement. Et maintenant, c'est possible enfin de plus avoir Jocelyne Porcher en face pour venir nous remettre la sauce spéciste avec les petits élevages et compagnie, et c'est du travail animal. Bon, c'est des petites réussites comme ça, mais qui peuvent débloquer des choses à long terme, et on peut espérer que ça amène toujours plus de médias à s'emparer de la question. Voilà, je voulais noter un peu l'espoir qu'il peut y avoir ces derniers temps, même si c'est un peu désespérant cette question d'avoir du mal à sembler à faire avancer les choses pour les autres animaux et arrêter de les faire mourir par milliards, quoi. Merci beaucoup Victor. Et puis on va continuer, on sera nombreux à être à l'Académie du climat le 2 octobre. Wilène Pilate, qui est à la fois présidente, c'est ça, de la Veggie Pride, et puis artiste, donc vous avez quelques-unes de ses créations. Donc j'aimerais te donner la parole sur tes différents types d'activisme et comment tu en es venue aussi à l'art, à la création, pour porter cet horizon. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Réjeanne, de me laisser cet espace, c'est hyper précieux. Donc, je m'appelle Wilène Pilate, je suis artiste animaliste, engagée et grande désobéissante devant le patriarcat carniste et spéciste. Il y a bientôt 30 ans, j'ai commencé à être en rupture avec tout ce que je connaissais pour les animaux. À 16 ans, j'ai désobéi à la violence de mon père boucher en cessant de manger les animaux. J'ai désobéi à la violence du rappel à l'ordre spéciste qu'est la végéphobie en continuant de parler des animaux dans mon quotidien. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai désobéi à la culture dominante avec mon travail artistique en reprenant des codes réservés aux humains et aux dieux, le portrait et le sacré, pour les donner aux animaux. On va mettre un... Donc moi, j'étais déjà artiste avant de la devenir pour de vrai. Petite, je m'évadais du désespoir ambiant d'une famille pauvre et violente en imaginant un monde où il y aurait de l'amour pour toutes et tous. Maintenant, je veux rendre visible ce monde qui m'a sauvée et rendre visible cette réalité évidente. Les animaux sont des personnes, des individus, des sujets, des êtres particuliers. Pas quelque chose, mais quelqu'un, quelqu'une. Donc mon art donne aux animaux une identité, un prénom, un récit de vie, et il leur rend leur unicité. J'ai choisi l'artivisme parce que c'est le moyen qui me ressemble le plus pour militer pour les animaux, en l'occurrence par la beauté, les symboles forts et le sensible. Mon travail concrètement, c'est d'occuper les imaginaires, de créer une faille dans les certitudes spécistes, d'installer un doute dans celle ou celui qui regarde mes tableaux, et d'essaimer l'idée que notre sac de compassion peut et doit s'agrandir. Et doit s'agrandir, ce sac de compassion. Dans l'absolu, moi, je pense que l'art n'a jamais été neutre, et je souhaite qu'il rompe une bonne fois pour toutes avec le statu quo spéciste qui bouscule le monde et nous montre avoir un changement qui doit arriver urgemment, quoi. Je suis sûre que je ne suis pas seule, mais il faut un grand courage pour dire non, pour pouvoir s'opposer aux violences, à ce qu'on veut nous imposer, non à la domination. Et du coup, pour la gamine timide qui disait non sans être entendue, aujourd'hui, il est facile pour moi de dire oui, un grand oui, aux sensibles, à la compassion, oui à la création, à la beauté, et non aux connards moyens, spécistes, carnistes, sexistes. Et l'art, pour moi, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé pour exprimer tout ça. Merci. Merci beaucoup, Wilène. Dans une des actions que j'ai suivies par l'association Futur, qui était donc près du quartier idéal, où il faisait un micro-trottoir où il demandait « Est-ce que vous êtes spéciste ?» Alors déjà, il y avait un petit moment de flottement.
Ils ne savaient pas exactement ce que ça voulait dire. Ils arrivaient à comprendre. Et il y en a un qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit maintenant, on ne peut plus ne pas savoir. Je sais que c'est terrible, mais je suis un spectateur. Je suis lâche. J'aime trop la viande froide avec la mayonnaise. Je suis un connard banal. Et j'ai trouvé ça formidable. Parce que je me suis dit, si on se rendait compte tous de la banalité du mal spéciste, bien sûr qu'on mesure la complexité de cette dimension structurelle et les activistes que j'ai interviewés, les militants, à l'inverse de la caricature qu'on en fait, ne sont pas des bobos véganes. Ils sont très souvent dans une impossibilité d'être dans le dilemme de la viande parce qu'ils savent que notre vie est fondée sur la mort des plus vulnérables. Parce qu'ils le savent comme Willen, parce que depuis petits, ils ont été en face de cette réalité de violence imbriquée. Parce qu'ils le savent grâce en particulier à L214 et avant au ABA et à plein d'associations qui ont donné à voir à travers une désobéissance civile obligatoire, puisqu'il fallait arriver à montrer cette violence dans ces lieux de violence que sont en particulier les abattoirs. Donc, tous ces activistes-là nous invitent au courage et à la beauté, en effet, à une beauté qui ne soit pas une beauté de privilégiés aveugles, mais une beauté, en effet, de Perséphone qui sait que nous vivons sur 20 voies lactées qui sont tuées tous les ans. La voie lactée, c'est ce qui permet de se dire que c'est des milliards d'individus qui sont tués. Quand je parle de voie lactée, je l'ai entendu une fois dans la bouche d'un activiste et je me suis dit, c'est mettre de la poésie dans l'horreur. Donc voilà, je remercie Willen de mettre de la poésie dans l'horreur et je donne la parole à Tiffonne qui, elle aussi, met de la poésie et à Fantin qui est avec elle. Je risque de me moucher, ce qui est très peu poétique. Merci Réjeanne et merci d'avoir si bien réagi quand j'ai dit est-ce que je peux venir avec Fantin. On n'a pas eu la réponse officielle de Sciences Po. Dans le doute, il était dans ma veste. Voilà, c'est passé crème. Je pense que c'est le premier pigeon à être officiellement à la tribune de Sciences Plume pour aujourd'hui. Alors, il a toute sa place parce que lui aussi milite activement pour sensibiliser sur le fait que les pigeons, les pigeons, les rates, les rats, qui sont si haïs parmi le spécisme, voilà, il y a des strates. Moi, évidemment, on pense... et vous en avez très très bien parlé à toutes les personnes animales non humaines qui sont assassinées pour rien, pour qu'on les ingère, pour qu'on se vêtisse avec, etc. Moi, je connaissais aussi le spécisme vis-à-vis de mes filles et de mes fils, qui sont des chiennes et des chiens et des cochons d'Inde. Là, le niveau au-dessus, c'est dans les animaux qui nous entourent et qu'on ne mange pas tous les jours. C'est les rats, les pigeons et les pigeons. Et donc, le simple fait de me promener avec lui, de l'emmener voler au parc, etc., eh bien, on me pose des questions et je réponds et j'informe sur le fait que ce sont les pigeons et les pigeons bisets, en l'occurrence, des personnes qui ont été domestiquées il y a 5000 ans, qui sont dépendantes et dépendants de nous après ces milliers d'années, parce qu'on les a jetés devant chez nous depuis qu'on a le téléphone, quoi. Je schématise, mais c'est un peu ça. Et donc, c'est pour cela qu'elles et ils restent en ville et sont dépendantes de nos ordures. Et c'est pour cela que nous leur devons assistance. Donc, il permet de faire changer le regard très efficacement. Et le premier endroit où je milite, je pense que c'est ma vie quotidienne. Les personnes non humaines avec qui je vis sont des personnes que je n'ai pas choisies. Ça m'est tombé dessus. C'était toujours sur les routes des abandons, des maltraitances, y compris mes cochons d'Inde, boulevard Richard Lenoir. Paf. Parce que tout le monde est abandonné et à chaque fois je cherche des familles et je n'en trouve pas qui soient en tout cas assez parfaites pour moi, et donc on s'aime après, c'est trop tard et puis voilà. Donc c'est comme un mini sanctuaire parisien
ce qui me permet de me consoler du fait de devoir travailler à Paris en tant qu'artiste et de ne pas pouvoir avoir des terres et un sanctuaire moi aussi. Donc voilà, c'est juste ces petites personnes animales, quoi. C'est pas détruit encore, mais voilà. Et donc, il y a aussi une dimension dans la vie professionnelle. Je pense qu'on est de plus en plus, sûrement, il y en a-t-elle par ici, des personnes qui vont dans les bureaux travailler avec leurs chiennes, leurs chiens, parfois leurs chattes, leurs chats. On commence comme ça et les personnes se rendent compte qu'en fait, c'est possible et même c'est joyeuse. Dans ma vie artistique, je parlais déjà d'animalisme en plus de la féminisme dans mes spectacles Compte à rebours et La pérille mortelle. C'était là, ça surgissait. Et puis est né un nouveau spectacle qui s'appelle Vegan par amour, que j'ai commencé à jouer et où, contrairement aux autres, j'ai décidé de prendre une voix plus intimiste. Ça s'est imposé comme ça. Et donc je commence par raconter la rencontre avec mon fils Ponto, qui était un chien, qui est dans mon cœur maintenant et qui m'a rendue végane par amour, qui m'a rendue animaliste. Et donc en racontant ce cheminement, puisque je n'ai pas toujours été végane, ce cheminement progressif, il a tellement bouleversé ma vie que je me rends compte que lorsque je passe par la scène, par l'imaginaire, par les émotions, par le fait d'émouvoir, par le fait de faire rire, j'arrive à aller encore beaucoup plus loin. Et du coup, un de mes buts dans la vie, puisque moi au départ, mon monde, c'est plutôt les rézelles féminines. Oui, vous entendez la féminine universelle, elle surgit. Les rézelles féministes, eh bien, c'est d'animalistiser le monde féministe, que ce soit impossible dans la synergie des luttes, comme tu dis si bien, Réjeanne, d'oublier l'animalisme et que au même titre que l'antiracisme, l'antivalidisme, etc., même si on chemine, même si on n'est pas encore toutes et tous arrivés à être totalement animalistes vraiment dans nos pratiques quotidiennes, qu'en tout cas ce soit une évidence que c'est par là qu'il faut aller. On n'y est pas. Dans les luttes féministes, même quand on fait un week-end militant, demander des repas véganes et que tout soit végane, qu'au moins on n'appuie pas nos luttes féministes sur la torture et l'assassinat de centaines de personnes. Déjà ça passe pas. Donc on n'y est pas, mais je pense que de ma vivante, j'y arriverai. Pourquoi je dis ça ? Parce que oui, et j'ai entendu le désespoir à cette tribune dans la table ronde précédente et je le partage aussi. Les personnes non humaines avec qui je vis arrivent à me donner des raisons de continuer. Mais voilà, une chose est sûre, il ne faut pas sous-estimer la vitesse à laquelle on recule, mais la vitesse à laquelle on avance aussi. Et moi, j'ai l'impression que la société, ça fait comme ça. Ça fait comme un escargot, on a l'impression que, backlash, mais regardez, au final, on avance. Et pour en avoir discuté avec Geneviève Fraisse, qui est une philosophesse de la pensée féministe, qui a commencé à lutter dans les années 70, elle m'a dit, mais Tiffaine, tu nous aurais dit en 70 qu'on aurait l'IVG dans la Constitution, de notre vivante, on aurait vraiment ri, mais on n'y aurait jamais cru. Donc, voilà, on sait pas à quelle vitesse ça peut avancer les choses. Et on est en train de participer à ça. Très rapidement... je travaille aussi cette question de l'animalisme dans la langue. Donc j'ai créé la féminine universelle, une langue que vous entendez, qui m'est beaucoup reprochée par mes cyberharceleurs. Et donc où je fais l'inverse du masculin l'emporte, la féminine l'emporte, fait la neutre, tout ce que vous voulez. Et donc la féminine universelle, elle est aussi animaliste, elle est décrottée du spécisme larvé dans la langue, parce que la langue a un pouvoir transformatif et qu'on parle, on agit avec les mots qu'on a. Et donc moi j'ai créé le mot patriarcarnisme pour qu'on comprenne bien ce qu'on a en face. Quand les expressions atroces, genre j'ai d'autres chats à fouetter, ça devient j'ai d'autres chats sœurs à fouetter. Encore que même ça c'est dégueulasse. Bon. Et donc voilà, quand des bandes d'agresseurs dans la rue sont là, je dis pas en bande de poissons, mais en bande de poisons. Voilà, donc par exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est extrêmement important pour faire entendre comme le spécisme est là larvé. Et puis, dans ma vie auditive aussi, puisqu'on a créé une podcast avec Wilène, qui est ici présente, et Julie Maranger,
Sororité, la podcast, qui parle de la sororité. Sandrine Rousseau, qui était là tout à l'heure, a participé à l'épisode d'août. Et l'épisode d'après, c'est un épisode sur la sororité au travers des espèces. Et donc, étaient avec nous Virginia Marcus et Amanda Castillo, qui sont deux grandes animalistes aussi. Je vous encourage à écouter, c'est magnifique. Ensuite, il y a aussi l'avis sur les réseaux sociaux, puisque j'ai un malin plaisir à montrer ce que ça peut être de vivre quotidiennement avec des personnes. Alors ça signifie s'exposer, bien sûr. Je suis déjà cyberharcelée par des masculinistes de tout style. Autant vous dire que c'est les mêmes qui sont patriarcarnistes et que donc, en plus des deepfakes, des dick pics, etc., on reçoit évidemment des morceaux de cadavres encore et encore. Et ça, c'est très, très dur à supporter. Voilà, il y a eu un procès de 9 d'entre eux, verdict 10 novembre. Suivez ça. Voilà, ils rigoleront moins. Et donc, pour finir, oui, mon chéri, voilà. Tu veux dire quelque chose ? Voilà, c'est pas simple parce que même entre nous, il y a aussi des critiques, etc. Moi, je sais que dans le cyberharcèlement, je reçois aussi des gens qui, de manière assez agressive, qui sont pas du tout animalistes, hein, et qui me disent que je maltraite, typiquement Fantin parce que il n'est pas dehors, etc. Comme si c'était de la maltraitance de l'avoir ramassé dans le caniveau, mourant, bébé, de l'avoir nourri et que en fait maintenant il est imprégné, donc si je le laisse dehors, il a une espérance de vie de 5 minutes. Et donc c'est tellement plus simple de ne pas avoir d'empathie, c'est tellement plus simple de critiquer celles et ceux qui essayent, maladroitement peut-être, mais de faire quelque chose. Alors soyons au moins douces entre nous, donnons-nous des forces, et cette lutte ne doit plus jamais être séparée de toutes les autres, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'en fait, avoir de l'empathie pour les personnes non humaines, ça n'est pas en avoir moins pour les personnes humaines, c'est ça le nœud du truc, je pense. Merci Réjeanne. Merci beaucoup Tiffane. On va donner la parole à Catherine Rutz qui a accepté de m'amener dans un parc animalier en Forêt-Noire. C'était magnifique, c'était un moment de partage vraiment très émouvant, d'une cohabitation interespèces entre les ours, les lynx et les loups en particulier. Voilà, j'ai trouvé ce moment vraiment très, très beau. Quand je vous disais que les personnes, les passants dans les actions disaient merci, bon courage, décalez-vous. Quand on travaille sur ces enjeux et qu'on porte l'analyse des conditions de possibilité de l'égalité, on ne peut pas ne pas être décalé sur le qui du politique, sur ce qui est politique, sur le comment. Et donc, merci Catherine de m'avoir amenée dans cet espace-là, et merci d'être venue spécialement à Paris pour nous parler de ce chemin que tu portes. Merci à toi Réjeanne de m'avoir invitée. Alors je vais tout de suite rebondir sur le terme que tu as utilisé de parc animalier. Si c'était à refaire, donc je travaille pour la Fondation pour les ours bénévolement depuis maintenant plus de 10 ans. La Fondation pour les ours, c'est une fondation allemande dont le titre complet est Fondation pour les ours, la conservation de la faune sauvage et des espèces, et qui vient principalement au secours des 3 grands prédateurs qui sont présents à l'état sauvage en Europe, à savoir les ours, les loups et les lynx. Dans nos refuges, puisque nous ne sommes pas des parcs animaliers classiques, il y a un refuge en Forêt-Noire, donc pas très loin de Strasbourg où je vis, et en Thuringe, donc proche de l'ex-Allemagne de l'Est. Dans ces refuges, nous accueillons des animaux qui ont tous été sauvés à minima de conditions de captivité inadaptées et ou de mauvais traitements, à des regrets divers. Si l'histoire était à refaire, nous n'utiliserions pas le terme de parc, puisque nous nous appelons parc alternatif, parce qu'il peut y avoir une confusion avec les parcs animaliers et les zoos. Alors je veux sortir de la vision manichéenne, d'un côté les gentils refuges et de l'autre les méchants zoos qui enferment les animaux. Soyons bien clairs, chez nous aussi c'est de la captivité. Mais c'est une forme de captivité où ce qui va être mis en avant, c'est le respect des êtres que nous accueillons.
parce que là j'ai les chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais sur une 30aine d'années d'existence de ces 2 refuges, nous avons accueilli directement dans nos refuges 44 ours, 42 loups et 6 lynx. Et en réalité, nous avons accueilli à chaque fois un individu différent. Et on se rend compte que même les animaux sauvages, qu'ils soient libres, on les décrit animaux sauvages, ce sont simplement quand ils vivent dans la nature des animaux libres. Ces grands prédateurs, chacun a sa personnalité, chacun a son parcours de vie, qu'ils soient libres ou captifs. Alors bien sûr, quand ils arrivent chez nous, souvent quand ils ont été sauvés de maltraitance, ils ont des parcours de vie extrêmement difficiles. Certains ont des traumatismes qui mettent énormément de temps à surmonter. La cohabitation et la coexistence des espèces leur permet de surmonter ces traumatismes, mais on se rend compte que vraiment chacun est un individu avec ses aspirations, son caractère, ses affinités avec les autres espèces, avec les congénères. Et la base de notre travail, c'est le respect de ces individus. Alors en captivité, ce n'est pas forcément évident, puisque ça nécessite de réserver certains espaces, ça nécessite de laisser du temps pour l'adaptation des animaux que nous accueillons. Évidemment, nous ne pratiquons pas de reproduction, puisque par principe, nous sommes opposés à la captivité. Ça peut paraître paradoxal, mais nous sommes opposés à la captivité des grands prédateurs et des animaux sauvages en général. Ces animaux que nous accueillons ne pourraient pas être relâchés, du fait de leur imprégnation humaine, du fait de leur handicap pour certains, de leur âge, de la maladie. Donc, nous sommes des structures d'accueil définitives, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les refuges en Europe. Structure d'accueil définitive, c'est-à-dire que nous sommes souvent amenés, quand nous sommes sollicités pour une prise en charge, à dire non. Nous avons une communauté, c'est une petite communauté existante, on intervient le moins possible, les animaux sont tributaires de nous pour le nourrissage, pour certains soins vétérinaires, éventuellement stérilisation, castration, mais je précise uniquement quand c'est nécessaire, on intervient si les animaux sont amenés à rencontrer des congénères de l'autre sexe et qui risquent effectivement d'y avoir de la reproduction. Sinon, on n'intervient pas, on les laisse vivre le plus à l'écart possible de nous. Puisque ce qu'on essaye en accueillant du public, l'accueil du public, c'est parce que pas de reproduction égale pas de subvention, c'est la réglementation en Europe. On ne participe pas à la préservation des espèces, paraît-il. Pour nous, elle ne se fait pas dans des enclos, même dans les nôtres, elle se fait à l'état sauvage en préservant les habitats. Donc, comme on n'a pas de subvention, on accueille du public, sans garantie d'observer les animaux, ce qui est parfois très très frustrant pour les personnes que nous accueillons, mais ça permet peut-être aussi d'éveiller les consciences, d'expliquer certaines choses. Nous accueillons du public qui peut observer les animaux vivre le plus naturellement possible, les instincts peuvent revenir, mais ça reste toujours de la captivité. C'est vraiment ce que nous martelons à longueur. Moi, j'ai commencé en fait mon travail de bénévole à faire des visites guidées dans ce parc. J'accueille les gens en leur disant, je vous préviens, on a actuellement 9 ours, 5 loups, 3 lynx, vous ne les verrez peut-être pas. Donc les gens ont payé un tarif d'entrée et se disent, mais c'est de l'arnaque. Mais ce n'est pas de l'arnaque, en fait, c'est simplement que les animaux, les enclos et le parc est conçu de façon à ce que les animaux puissent se retirer du regard du public. Et c'est pour sortir, en fait, de ce qu'ils ont pour certains vécu, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui ont vécu dans les zoos avant de venir chez nous. On sort de cette logique d'animal-objet qu'on expose, qu'on montre. Il n'y a aucune pédagogie, en fait, à présenter un animal captif. On n'apprendra rien à voir un animal captif, si ce n'est à expliquer pourquoi il est là et pourquoi il ne devrait pas y être. Moi, c'est la base de mes ateliers pédagogiques, c'est ça, c'est d'expliquer aux enfants, ces animaux qui sont là ne devraient pas être là, voilà pourquoi, voilà où ils devraient vivre. Et dans l'idéal, ceux que nous accueillons actuellement seraient les derniers. Le téléphone ne sonne plus, on ne reçoit plus de mails, je ne suis plus contactée moi sur Messenger parce que les gens savent que j'ai des contacts, voilà. J'ai régulièrement des enfants qui me disent « mais ce serait terrible parce que alors tu n'aurais plus de travail s'il n'y a plus d'animaux dans le parc ». Ben oui, en fait, ce serait un peu ça l'objectif, parce qu'on s'appelle parc alternatif, parce qu'on propose une solution, en fait, entre cette liberté qui leur a été volée, le retour à la vie sauvage qui n'est plus possible pour les individus que nous accueillons actuellement, et l'exposition dans des zoos comme des animaux objets. Donc c'est une alternative, c'est une solution, ce n'est pas la solution.
Si des parcs comme le nôtre, comme d'autres refuges qui existent en Europe, existent encore dans 50 ans, c'est qu'on aura eu tout faux et c'est que les mentalités n'auront pas évolué. Et ça, c'est assez terrible parce qu'on se rend compte qu'on est submergé de demandes, on a des listes d'attente, on sait que ce sont des espèces, en tout cas pour les loups et les ours, extrêmement attractives en captivité. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a énormément de loups qui naissent en captivité, qui ne seront bien entendu jamais relâchés. Il n'y a jamais eu de réintroduction de loups. Quand il y a eu de la réintroduction d'ours, c'est toujours des ours qui ont été capturés en captivité, à l'état sauvage et relâchés. Et on a aussi notre position par rapport à la réintroduction, justement, c'est que ce n'est pas forcément respecter l'animal en tant qu'individu que de le prélever à un point A pour le relâcher dans un autre pays, alors certes dans un habitat naturel plus ou moins préservé, mais le relâcher dans un point B, c'est aussi s'immiscer dans son parcours de vie, décider pour lui. Et c'est aussi pour ça que souvent les programmes de réintroduction posent problème. La réintroduction d'ours, en l'occurrence, le programme dans le nord de l'Italie et dans les Pyrénées, il y a des conflits qui se créent. Et je vais juste vous citer une ours, la dernière ours que nous avons accueillie, parce que vous en avez peut-être entendu parler dans les actualités. Elle a été accueillie chez nous dans le parc de Forêt-Noire il y a 2 mois, et il y a 2 ans, elle a tué un jogger en Italie. C'est la première fois que des autorités décident de sauver un animal qui a causé un accident mortel. La décision n'a pas été prise par la Fondation pour les ours. Nous avons été sollicités par les autorités italiennes, par des associations de protection des animaux en Italie. Il y a eu une très très longue réflexion avant d'accepter de l'accueillir dans notre parc, dans une zone du parc qui a été créée spécialement pour accueillir en fait des animaux que nous voulions soigner et relâcher, à savoir des loups et des lynx. Pour l'instant, cette zone est réservée pour cet ours. Nous avons accepté de l'accueillir parce que les autorités italiennes ont décidé qu'elle vivrait. Elle a tué un jeune homme de 26 ans en défendant ses petits. Elle se retrouve captive à vie. Et la captivité, que ce soit chez nous dans ce refuge ou dans un zoo, c'est une violence extrême qui est infligée aux grands prédateurs. Donc nous savons, nous aussi, la violence que nous lui infligeons. Nous savons que ça va être très très difficile pour elle, puisqu'il se trouve que dans notre refuge, nous avons déjà accueilli sa mère et sa demi-sœur. C'est vraiment pour expliquer que la réintroduction, les programmes de réintroduction tels qu'ils sont faits actuellement, il y a souvent une grande dimension d'attrait touristique pour les régions qui sont concernées. On ne considère plus les animaux qui sont présents sur place comme des individus qui ont besoin d'un espace, qui ont besoin d'un territoire, mais comme une espèce d'attrait. Comme dans les zoos, ce sont des aimants à visiteurs, et là, ce sont des aimants à touristes, parce que il y a le grand frisson de la proximité avec les grands prédateurs, de les voir de près dans leur habitat naturel. Et tous ces conflits qui ont lieu maintenant, il y a un souci, c'est vrai que nous avons hésité, et c'est absolument terrible à dire, et c'est sûrement horrible parce que je représente une structure qui est censée protéger les animaux, mais il serait parfois préférable finalement d'abattre un animal plutôt que de lui infliger une vie de captivité. Cette ours, elle peut vivre 40 ans en captivité, elle a maintenant 19 ans, elle va peut-être vivre 20 ans à subir sa vie. Et ce que nous espérons, nous, sur tous les animaux que nous accueillons, et nous savons que pour certains qui sont sortis de zoos, qui sont sortis de cirque, ça va être le cas, c'est de les laisser se réapproprier le plus possible leur propre existence. Et c'est vrai que moi, en 11 ans de bénévolat, j'en ai vu évoluer certains. Je les vois au début, ils sont prostrés, ils sont perdus. Ils ressemblent à des ours, ils ressemblent à des loups, ils ressemblent à des lynx, mais ils n'en ont pas le comportement. Et puis un jour, on les voit. Ils récupèrent de la mousse, des petites branches, ils s'installent une tanière. Ils apprennent à fonctionner en meute. Ils regardent les oiseaux voler dans le ciel pour voir où piquent les oiseaux pour aller récupérer la viande qui leur est distribuée. Les instincts reviennent, ils reviennent à la vie. Nous, on observe ça et notre récompense, c'est ça. Mais vraiment, on est une solution, on n'est pas la solution. Et le seul cadre de vie respectueux des espèces sauvages, c'est la nature. Et c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit.
Donc, je ne vais pas vous dire ne venez pas nous rendre visite, parce qu'on a besoin des visiteurs, on a malheureusement besoin de cette part du budget, mais dites-vous bien que quand vous viendrez chez nous, c'est pour nous soutenir, mais ce que vous observerez, ce n'est pas la nature, ce sont des animaux qui vivent dans un coin de nature, mais qui sont captifs. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'un jour, on puisse se passer de ce type de structure parce qu'on aura cessé d'être dans une société de consommation de ces animaux qu'on fait naître et qui seront prisonniers à vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre le troisième temps de discussion justement pour que ce type de solution ne soit plus une solution. On va donner la parole à 3 intervenants sur comment la question animale met-elle au défi notre rapport aux politiques. Donc avec Lou Chénet, secrétaire général d'Attac, Melvin Joss, directeur de Convergence Animaux Politiques, et Douchka Markovic, cofondatrice du Parti animaliste, conseillère de Paris, en sachant que Claire Nouvian, malheureusement, dans le passage du 18 septembre, où était programmée au départ cette soirée, et aujourd'hui, ne peut pas être présente. Donc on va commencer tout de suite par Lou Chénet, secrétaire général d'Attac. Peut-être pour que vous nous disiez, vous, comment vous appréhendez la question animale dans votre rapport aux politiques. Bonsoir tout le monde. Et je vais peut-être commencer par présenter un peu Attac parce que je dois être la seule de la soirée à pas du tout représenter ou évoluer dans une structure animaliste ou antispéciste. Mais du coup, je vais expliquer pourquoi je suis là quand même. Attac, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une association qui est née en 1998 et sur la promesse de la taxation des transactions financières, donc rien à voir, et qui lutte aujourd'hui pour la justice fiscale, sociale et environnementale. Et sa spécificité, peut-être, c'est d'être constituée, c'est une réunion, en fait, d'organisations syndicales, associatives, de titres de presse, etc. Donc on a différents... voilà, notre conseil d'administration, par exemple, est composé d'un collège des fondateurs d'Attac, avec une trentaine au moins de personnes morales et physiques qui composent ce collège, et puis des membres élus par les adhérents et adhérentes de l'association. Merci. Parmi ces membres élus, parmi ce collège des fondateurs, nous avons notamment la Confédération paysanne, qui est un membre fondateur. Et donc, ceci explique pourquoi, peut-être, nous n'avons pas de position officielle sur l'antispécisme, le scientisme, ou plus globalement l'animalisme. Et je trouve que le titre, par effraction, du coup, de l'ouvrage et de la recherche, illustre bien la manière dont cette question fait effraction dans des associations comme la nôtre, où nous luttons pour un monde sans oppression, et sans oppression, ça concerne tout le monde, y compris les animaux et animales non humaines. Et alors, comment ça se traduit ? Eh bien, ça se traduit de 2 manières, et ce que tu as dit tout à l'heure sur le rapport entre l'intime et le politique est très... jaillit vraiment dans la manière dont ça peut se traduire. Alors, le politique, c'est simple, Attac... fait de la production d'expertise sur la question de la justice fiscale, l'altermondialisme, etc., fait aussi de l'action directe, de l'action citoyenne, de l'éducation populaire, mais une grande partie de notre activité au quotidien, c'est de signer des tribunes. C'est pas palpitant, mais on en reçoit des dizaines toutes les semaines à signer, et parmi ces tribunes, on a eu au fil des ans des tribunes à signer contre l'élevage intensif, par exemple, et Brigitte, nous en avons décliné certaines, et récemment, moi j'ai vu l'évolution sur les dernières années, de dire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, il y a la Confédération paysanne dans nos membres fondateurs, donc quelque part c'est veto, quoi, on ne peut pas. Récemment, il y a eu la campagne contre LDC, que nous avons relayée, donc
parce que nous luttons aussi contre l'élevage intensif. Je pense aussi très récemment à une tribune initiée par 269 Libération Animale après l'action coordonnée contre les abattoirs, où il y a eu une énorme répression. La question de la répression policière, judiciaire et de la liberté associative, c'est une question qui nous touche énormément, et c'est un prisme par lequel on peut faire converger nos luttes. Et donc, typiquement, nous avons signé cette tribune. Donc voilà, ça, c'est sur les prises de position politiques qui évoluent petit à petit, même si, encore une fois, nous n'avons pas de position officielle, et je pense que ça va mettre un peu le temps. Je n'ai pas précisé tout au début de l'intervention que je suis secrétaire générale d'Attac, mais je parle en mon nom ce soir, évidemment, pour vous relater la manière dont ça fonctionne dans l'association. Voilà. Sur la question de l'intime, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple des temps conviviaux collectifs où nos conseils d'administration se passent le week-end sur une journée et demie. Donc, dans une journée et demie, il y a des repas. Et moi, depuis que je suis au CA d'Attac, ça va faire 4 ans, donc, au tout début, quand je suis venue, chacun apportait un peu son repas, chacun chacune. Il y a des personnes véganes et anti-spé au conseil d'administration d'Attac qui apportaient leur repas vegan. Et nous avons considéré collectivement que nous allions prendre en charge collectivement les repas. Et de fait, ces repas sont véganes, voire végétariens des fois. Et c'est assez intéressant à 2 titres. La première chose, c'est que quelque part, il y a une prise en compte. Et pour les personnes qui sont antispécistes et scientistes, il n'y a pas d'animaux morts à table. C'est assez agréable. Mais d'un autre côté, ça cache un peu la question, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça. Voilà, il faut savoir que c'est un sujet qui est malaisant, qui est tabou, ça a été dit plusieurs fois sur le côté un peu perturbant, etc. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on va vraiment mettre sur la table, c'est le cas de le dire. On se sent respecté et toléré en tant que personne antispéciste dans une association qui lutte contre toutes les oppressions, mais voilà, c'est pas un sujet qu'on a envie de creuser, et d'ailleurs c'est souvent renvoyé à la pratique individuelle et valorisé sous le prisme écologique, on va dire, puisque on a beaucoup de chance. Être végane, c'est vertueux d'un point de vue écologique. Je ne sais pas comment ça se passerait sinon. Voilà, et donc pour finir, je voudrais juste dire que moi je trouve que en tant que personne anti-spé et sans scientiste, je trouve quand même ma place dans une association qui n'a pas pour vocation de lutter contre l'oppression des animaux et animales non humaines, parce que je pense, et je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là, que ça a quand même vocation à évoluer. Je vais prendre un parallèle avec le féminisme. Aujourd'hui, on a des personnes masculines qui reconnaissent l'enjeu d'avoir des pratiques féministes qui les renvoient à leurs conditions d'hommes et de dominants dans nos rapports sociaux, qui font que, on va compter les temps de parole, on va favoriser la mixité, voire la parité de genre, voire mettre sur le devant de la scène des femmes compétentes, etc. Donc, je veux dire, intégrer la notion de dominant, même quand, du coup, elle vous dessert, ça, c'est quelque chose qui est fait. Et on a évolué sur ces pratiques. Donc, je pense qu'il y a un monde où c'est possible pour des personnes, pour des oppresseurs, de comprendre qu'on peut aussi lutter ensemble contre un système spéciste, et même si ce n'est pas l'objet premier d'une association, par exemple, comme Attac. Voilà. Merci beaucoup. Melvin Josse, directeur de Convergence Animaux Politiques. On va vous donner la parole. Bonsoir à toutes et tous, et merci Réjeanne du coup pour ton travail sur la cause animale et pour cette soirée.
Donc moi j'ai cofondé Convergence Animaux Politiques, qui est une association qui mène un travail de lobbying pour le compte de 25 ONG de protection animale au niveau national. Et donc le but avec la création de CAP il y a 9 ans, c'était, pour reprendre les termes de Réjeanne, de faire effraction dans la sphère politique, faire effraction parce que assez peu d'acteurs animalistes, disons, entretenaient des contacts réguliers, soutenus dans le temps avec le personnel politique, et faire effraction parce que c'était un sujet qui était jugé très peu légitime par le personnel politique, c'est-à-dire relevant plus finalement de choix individuels ou même de dérives individuelles, plutôt que de quelque chose qui avait à voir avec la fabrique des lois. Or ça, c'est quelque chose qui a largement changé, et même si bien sûr la cause animale, la condition animale n'est pas un sujet prioritaire dans la sphère politique, plus grand monde ne remet en cause sa légitimité. Et pour s'en convaincre, il suffit de mettre en parallèle les débats qu'on a eus il y a 2015, donc il y a tout juste 10 ans, lors du vote sur le statut juridique de l'animal. On avait des caquettements, des moqueries à l'égard des quelques parlementaires alliés qui défendaient les animaux, et les débats qu'on a eus pour la loi en 2021 contre la maltraitance animale, où y compris des représentants de groupes parlementaires clairement opposants ne remettaient pas en cause cette légitimité. Et donc comment on a fait ça, ou comment nous en tout cas on a contribué à faire ça, parce qu'évidemment il y a tout un tas d'acteurs qui sont rentrés en jeu, à commencer par exemple par le parti animaliste, dont la création c'était aussi une forme d'effraction dans le champ politique, qui est complémentaire finalement avec ce que nous on fait. Nous, on n'est pas une fédération ni une boîte de conseil. On est quelque part un peu une structure un peu hybride. On est une association de loi 1901. Comme une fédération, on a pour objectif de mettre de la cohérence et de créer de la synergie et du lien entre les ONG, en les accompagnant dans leur stratégie politique, donc sous forme de conseil, de formation, de représentation aussi auprès des politiques, d'organisation d'événements qui permettent de faire d'espaces de rencontre entre politiques et associatifs. Mais contrairement à une fédération, on n'a pas, nous, de positionnement propre au nom de l'ensemble de nos ONG partenaires, et donc on porte pour chaque association ce que cette association veut qu'on porte en son nom. Et donc ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs, puisqu'on n'a pas besoin systématiquement, même si bien sûr on va le rechercher le plus possible, mais du consensus. Or en politique, la réactivité est clé, puisque les fenêtres d'opportunité peuvent parfois se refermer assez vite. Et donc ce qu'on a réussi à faire collectivement, je parle bien sûr en quelques années, c'est que là où il y a 10 ans les politiques jugeaient que la question animale était quelque part plus un sujet désavantageux pour eux à porter, maintenant c'est plutôt perçu comme quelque chose qui peut leur rapporter politiquement. Alors ça dépend bien sûr de qui on parle, dans quel camp politique, etc., mais globalement c'est beaucoup plus vrai qu'avant. Voilà, et donc oui, ça c'est quelque chose qui s'est fait, je pense, via des dynamiques vertueuses par lesquelles plus on a multiplié les prises de position et les actions par certains acteurs politiques, plus d'autres ont voulu prendre des actions également. Donc on se rend compte que cette stratégie elle porte ses fruits. Alors bien sûr on est encore loin de pouvoir prétendre à un niveau d'influence comme l'ont certains de nos opposants, si on pense aux chasseurs, la FNSEA, etc., bien évidemment, mais sur des problématiques sur lesquelles il y a des enjeux économiques peut-être un peu moins forts, où on a des lobbies adverses qui sont peut-être moins bien organisés ou qui ont des réseaux d'influence un peu moins puissants, on arrive à obtenir gain de cause. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est la loi contre la maltraitance de 2021 qu'on avait initiée et accompagnée, et qui portait des mesures ambitieuses comme la fin des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, la question de l'interdiction de la production de fourrure. Ça, c'est quelque chose qui a été assez peu relevé, et je pense que c'était extrêmement important parce que symboliquement c'est très fort. C'est-à-dire que c'est la première fois que le législateur disait peu importe le mode d'élevage, cette raison n'est pas suffisante pour tuer un animal. Et c'est quelque chose dont on pourra aussi se servir par la suite. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, mais je voulais instiller un petit peu d'optimisme malgré le contexte un peu sombre dont on a parlé notamment en première partie. C'est clair que ce contexte-là, il doit interroger nos stratégies, il doit interroger aussi nos priorités en termes de campagne, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que Brigitte avait commencé à décrire.
il doit aussi nous interroger sur notre volonté et ou notre capacité à influer sur des acteurs politiques qui prennent de plus en plus d'importance et qui ne sont clairement pas des alliés et qui menacent quelque part des valeurs qui, je pense, sont largement partagées dans nos mouvements militants. Donc comment on approche cette question-là et comment on essaye quand même de pouvoir agir. Mais je reste convaincu qu'on peut, à court terme, malgré tout, encore obtenir des choses si on priorise bien et si on est un petit peu pragmatique dans ce qu'on porte. Et que par ailleurs, il y aura à nouveau des fenêtres d'opportunité, ça c'est certain. La question c'est plutôt quand. Et que du coup, dès maintenant, il y a un travail à mettre en œuvre pour mettre un maximum de chances de notre côté pour pouvoir vraiment maximiser ce qu'on pourra tirer de ces futures fenêtres d'opportunité. Et donc Duška Marković, qui est cofondatrice et coprésidente du Parti animaliste, élue donc au Conseil de Paris. Merci, enchantée. Alors quand Réjeanne m'a contactée pour son interview, elle m'a dit, voilà, le thème de mon livre, ça va être autour par effraction. Là, je me suis dit, par effraction, c'est un peu étrange comme nom pour le sujet de la cause animale, pour les militants de la cause animale, par effraction. Et puis je me suis dit, ok, bon, pour l'interview, il faut que je commence à réfléchir, n'est-ce pas ? Et puis, je me suis dit, mais finalement, j'ai toujours fait par effraction. Nous avons toujours fait par effraction. Parce que quand on n'est pas dans la norme, quand on veut essayer de convaincre quelqu'un, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on va argumenter. On va essayer de trouver l'argument qui va faire que la personne va changer d'avis et elle va être de notre côté. Ou alors, on va aller dans des abattoirs, chercher des vidéos pour essayer de montrer une enquête. On va essayer de montrer des visages, des images, de la maltraitance par effraction. On va aussi faire des enquêtes, parce qu'il y a des gens qui maltraitent leurs individus, leurs animaux, et donc on va rentrer chez eux, faire une enquête pour leur retirer leur animal, encore une fois par effraction. Et puis, chacun d'entre nous, des podcasts peut-être, où on va essayer, par un récit, d'aller toucher des cœurs par effraction. Et je me suis dit, mais finalement moi, qu'est-ce que j'ai fait dans tout ça ? Et je me suis dit, j'ai fait la même chose, par effraction aussi, toujours. Et la première fois, c'était comme militante sur le terrain, il y a 15 ans, avec l'Association végétarienne de France. J'étais là, je passais mes week-ends entiers à aller discuter avec chaque personne pour essayer d'ouvrir son petit cœur, d'ouvrir par effraction sa compassion, sa raison. Et puis, au bout de 2 ans, comme ça, sur le terrain, essayer de discuter personne par personne, qu'est-ce qui s'est passé ? 2011, le décret cantine. Et là, le décret cantine, c'est quoi ? C'est à un moment donné l'Assemblée qui décide que, par une loi, eh bien, elle va imposer à toute la nation, et en l'occurrence à toutes les cantines scolaires, eh bien, un repas carné. Et non seulement on va l'imposer, mais en plus de ça, on va décider de qui tu manges, combien de grammes tu vas manger, à quelle fréquence et pour quelle raison. Et on va faire des recommandations. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, Duška, tu joues pas dans la bonne cour, là. Ça fait 2 ans que tu es sur le terrain, là, tu parles une personne à une personne. Et là, qu'est-ce qu'eux ont réussi à faire ? Ils ont imposé à toute la nation quelque chose. Et là, par effraction, je me suis dit, tiens, il y a une autre manière aussi. C'est la politique. Vous voyez, nous, ce qu'on fait, c'est on a un cadenas devant nous et puis il y a des codes. Et puis on essaye de trouver le bon code. On tourne pour essayer de cranter le truc et puis d'ouvrir le cadenas des individus. La politique, c'est quoi ? Tu arrives avec ta grosse tenaille, là, tu vois, et quick, tu ouvres le cadenas. C'est ça. Et donc, en 2011, j'ai décidé que j'allais essayer, moi aussi, d'avoir une tenaille. Et donc, je me suis lancée en politique. Et donc, ça m'a pris un certain temps. J'ai commencé en 2010. Au bout de 4 ans, j'ai réussi à être élue adjointe au maire dans le 18e arrondissement. Et donc, ça, c'était en 2014. Et là, j'ai commencé à essayer de faire avancer la question des animaux en politique. Donc, vaste sujet, compliqué, surtout à l'époque. Moi, je me suis lancée, c'était en 2010, donc c'était il y a vraiment longtemps. Et donc, en 2014, j'ai réussi à être élue. Je pense avoir été la première antispéciste élue de France. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Parce que, voilà, j'avais pas de modèle. Et puis,
j'étais militante depuis longtemps. Et je me suis dit, tous les ans, tu vas à la marche pour la fermeture des abattoirs. Donc là, maintenant, tu es élu, tu vas continuer à y aller. Ok. Et je me suis dit, bon, maintenant, tu as une belle écharpe, là. Est-ce que tu vas la mettre? Ouais, est-ce que c'est un peu trop radical, quand même, une élue qui va à la marche pour la fermeture des abattoirs? Ça se fait, ça, vraiment? Est-ce que je suis sûre? Et puis, après, je me suis dit, mais si moi, je ne le fais pas, qui va le faire? Si un antispéciste, une animaliste en politique, ne va pas porter son écharpe à une manif qui peut être vue un peu radicale, mais qui va le faire? Personne. Et il est là le sujet. Si nous, on n'y va pas, qui va y aller? Qui va aller avec le cadenas pour essayer là d'ouvrir tout ça? Personne. Donc c'est à nous de nous engager et de voir en tant qu'animaliste qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je suis allée effectivement en 2014 avec ma petite écharpe à la marche pour la fermeture des abattoirs. Et puis pendant 4 ans, j'ai œuvré pour essayer de faire ce qui me semble être le plus important quand on est élu municipal, c'est agir sur les cantines scolaires. Les cantines scolaires, c'est quelque chose de phénoménal. On ne se rend pas compte. Moi, quand je suis arrivée, j'étais très naïve, je ne connaissais rien, comme quoi on peut quand même y arriver. Et donc, du coup, là que j'ai appris, donc j'ai tout fait pour être à la cantine scolaire, et là, j'ai appris que dans le 18e arrondissement, on avait 84 écoles. C'est énorme. 84 écoles, c'est 14 000 repas jour. 14 000 repas jour. En viande, ça fait combien, ça? 4 tonnes. 4 tonnes de viande qui sont commandées pour les enfants par jour. Cantine scolaire, 18e arrondissement, 200 000 personnes, 200 000 habitants. Et là, on comprend en fait la mesure, on réalise. Il m'a fallu 4 ans, mais j'ai réussi en 2018 à faire en sorte qu'il y ait l'alternative végétarienne quotidienne pour les enfants du 18e. Ça veut dire quoi concrètement? On a eu 1600 enfants qui ont pu manger végétarien tous les jours, alors qu'avant, en fait, ils ne pouvaient rien faire. Et comment c'est arrivé? C'est tout simplement une parente d'élève qui est venue me voir en me disant « Moi, ma fille, en fait, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est un peu bizarre, mais elle refuse de manger de la viande. Elle pleure, elle pousse les plats, il n'y a rien à faire. Je ne comprends pas, mais je suis là pour essayer de défendre ses droits. » Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, ça fait maintenant 7 ans que dans le 18e arrondissement, on a à peu près entre 10 et 12% des repas qui sont exclusivement végétariens et qui sont servis. Ensuite, j'ai essayé d'influencer donc, le parti dans lequel j'étais à l'époque, Europe Écologie Les Verts, donc les écologistes. J'ai co-créé en fait, la commission conditions animales. J'ai essayé d'influencer les programmes en, fait, en interne. Et ensuite, en 2016, j'ai cofondé le parti animaliste, tout simplement parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai réalisé que par toutes ces années que j'avais passées à l'intérieur de partis politiques, qu'à un moment donné, pour les animaux, il y aura toujours un plafond de verre. Pourquoi? Parce que dans un environnement qui n'est pas animaliste, qui n'est pas antispéciste, le droit des humains passera toujours en priorité. Toujours. Ils ont beau te dire, oui, c'est vrai, c'est intéressant, etc. Mais quand il faut choisir, à la fin, les animaux, dehors. C'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à faire ce que d'autres pays européens avaient fait, c'est-à-dire créer un parti politique animaliste dans lequel l'objectif est de porter des lois, des mesures à tous les niveaux, local, c'est-à-dire les municipalités, les départements, les régionales, on espère un jour au niveau national, pour vraiment essayer de changer les choses. Alors comment ça fonctionne? C'est simple. On est un parti dans lequel l'objectif, c'est de démontrer qu'il y a un poids électoral, en fait, à cette question. Qu'on démontre qu'il y a des gens, des citoyens, qui souhaitent vraiment, mais vraiment, faire avancer la question des animaux. Et pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que la différence entre aller voter et un sondage, c'est qu'un sondage, on pose des questions, etc. Et puis, les gens se disent toujours, bon, ce n'est qu'un sondage. Mais quand on arrive à faire en sorte que des gens se déplacent pour aller déposer l'unique voix qu'ils ont, l'unique, pour dire, ce sujet-là est un sujet pour moi primordial, là, c'est un strike total. Moi, j'étais en mairie, je vois les scores qui s'annoncent, donc j'étais là pour voir le score du parti animaliste, il y avait des gens qui étaient à côté de moi. Le seul score qu'ils ont commenté, c'était le score du parti animaliste, 2%. Ils n'ont pas commenté le reste, mais ils étaient tellement choqués que c'est notre score qu'ils ont analysé. On se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? 500 000 personnes qui ont voté pour les animaux, c'est possible un truc pareil? Et oui, et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'ils sont tellement choqués que la sphère politique se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Il y a une attente, il y a quelque chose. Et à partir de là, l'effraction, elle peut commencer. À partir de là, on peut commencer à dire oui, on revendique. Oui, on veut des avancées pour les animaux et exclusivement pour les animaux, avec des mesures qui les concernent à 100%. Et oui, c'est quelque chose qui est attendu par les gens. Souvenez-vous, chasse, pêche, nature et tradition. C'était un parti finalement un peu comme le nôtre, mais avec tous les tortionnaires. Voilà. Mais ils ont réussi. Prenons exemple. Ils nous ont montré la voie. Ils sont partout maintenant. Partout, il y a des chasseurs, dans toutes les communes, tout ça et tout. Ils sont là, ils sont présents, ils ont la place. Ils ont la place chaude, là, comme ça, au conseil d'arrondissement, au conseil, etc. Donc maintenant, l'objectif, c'est que nous, on doit prendre notre place. À nous d'être partout. À nous de banaliser le fait que, oui, avoir un animaliste dans son conseil municipal, c'est normal. C'est quelque chose de tout à fait normal, basique et simple. Alors, je pourrais encore beaucoup parler, mais je pense qu'il faut que je m'arrête. Donc, en conclusion, je dirais juste, chacun d'entre vous, vous avez un talent extraordinaire. J'en suis sûre. Déjà, rien que le fait d'être dans cette salle, ça montre que vous êtes extraordinaire. Donc, du coup, il faut s'interroger. Où je peux être la plus efficace? Où je peux donner de mon temps? Attention, du temps. Là, quand je parle du temps, regardez, les cheveux blancs, ils arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être prêt pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut vraiment tout donner. C'est comme ça qu'on arrivera à faire basculer les choses. Pensez à quelque chose. On n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Non, 20%, c'est bon. Hein? 20% de la nation, on y arrive et on fait basculer. C'est rien. Hein? Donc, on se donne 30 ans, 20, 30 ans, 20% de la population, et puis on fait le strike, on bascule tout. Juste pour conclure, pensez à une chose. Les cantines scolaires, la PAC, pouvoir aller dans les abattoirs, pouvoir empêcher des lois qui vont être contre les animalistes, tout ça, ça se passe en politique. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. On va donner la parole à la salle où il y a plein de talents, où il y a plein de personnes engagées ou de personnes qui ont des questions. Merci à toutes les personnes, vous pouvez rester, hein, qui sont intervenues. Je sais que c'est toujours trop court, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça a donné à entendre des voix et la diversité des approches. Donc, je vais tout de suite faire passer le micro, vous présenter, et on va prendre plusieurs interventions. Je crois que c'est bon. Oula, c'est fort. Merci beaucoup pour vos interventions à toutes et à tous. J'avais une question à poser, notamment par rapport à la première table ronde. Donc, pour situer ma question, je suis antispéciste abolitionniste. Et justement, je suis très impressionnée par les luttes, notamment directes et de sauvetage des animaux dans les abattoirs. Et dans le même temps, je comprends tout à fait la pertinence d'allier toutes les modalités d'action. Et j'avais une question notamment par rapport à L214 pour Brigitte Cottière. En fait, je me demandais comment est-ce que vous viviez personnellement le fait à la fois d'avoir des visées abolitionnistes et dans le même temps d'avoir aussi une forme de welfarisme stratégique et de combiner des stratégies qui ne vont pas toujours dans le sens de cet abolitionnisme. Et, enfin, je sais que c'est quelque chose qui est aussi, un peu compliqué parfois, des formes de sacrifice aussi sur l'idéologie abolitionniste à devoir faire. Et je me demandais comment est-ce que vous le viviez personnellement et dans l'association. Merci beaucoup. On va prendre plusieurs questions. Oui, je voulais vous poser une question. Bon, on reste toujours dans les abattoirs, c'est malheureux, mais bon, il n'y aura pas moyen d'en sortir. Moi, il y a quand même des choses qui m'interpellent, notamment deux choses.
les abattoirs à titre religieux, c'est-à-dire halal et kasher. Comment est-ce que dans un pays civilisé, on peut accepter des horreurs pareilles? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. La religion, c'est une chose. En arriver à faire des cochonneries pareilles, c'est même pire qu'inhumain. Et arriver à trouver des gens qui acceptent de faire ça, quel que soit le prétexte. Et en plus, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, moi j'ai vu des vidéos de L214, le matériel industriel qu'on ose fabriquer pour ces animaux. Écoutez, c'est hors débat. Donc, je suis désolé. On n'a pas entendu la question, quoi. Non, même parmi les religieux, il y a ceux qui considèrent qu'on peut tout à fait, sans remettre en cause la liberté religieuse, étourdir les animaux. Donc il y a tout un débat, il n'y a pas d'uniformité dans ces positions. Et puis il y a eu un arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne qui en effet donne raison à la Belgique, hein, qui a interdit les abattages rituels sans étourdissement. Mais il ne faut pas que ça cache cet enjeu qui est un enjeu structurel et qui dépasse largement la question religieuse. On va continuer à donner la parole. Merci. Bonjour, ma question c'est plus par rapport au parti animaliste. Je voulais savoir comment vous vous situez dans le contexte politique de la montée de la droite qui est assez inquiétante. Je voulais savoir comment vous vous situez pour les prochaines élections et ce qui va se passer concrètement si on voit que ça va être potentiellement la droite qui va passer, quoi. L'extrême droite, disons les mots. Bah oui. D'autres interventions ? Bonjour à tous les intervenants et merci beaucoup. Ma question, c'est par rapport... je me suis rendu compte aussi que le mouvement animaliste, même si vous êtes optimiste, est quand même un petit peu en perte de vitesse, à mon avis. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, si c'était dû... d'une part à la montée du RN et d'autre part à la médiatisation énorme de deux guerres horribles en ce moment à Gaza et en Ukraine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra pour l'association Code Animal et du coup merci beaucoup d'avoir interviewé aussi notre association et merci beaucoup pour le livre. Je voulais juste ajouter aussi quelque chose et nous on est en plein dedans aussi en ce moment, c'est qu'avec Melvin on est partenaires. On a fait passer cette loi de novembre 2021 et notamment l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Donc c'est en soi une petite abolition. Et j'ai l'impression que c'est très compliqué aussi pour nous en tant que mouvement d'arriver vraiment à cette abolition et de la mettre réellement en place. Parce qu'on est avec des animaux qu'on doit recaser. Aujourd'hui, on est à peu près à 1000 animaux à recaser. Et porter un combat vers l'abolition et arriver derrière avec ces vies qu'on a entre les mains et que les médias, que les politiques nous mettent dessus. Et je trouve que l'exemple du Marineland est très parlant aujourd'hui parce que ce sont des animaux qui ont été exploités, produits par l'exploitation animale, les zoos. Et aujourd'hui, le sort de ces animaux et le futur de ces animaux-là repose exclusivement sur le dos des animalistes dont on n'est même pas responsable de ça. Donc du coup, c'est aussi arriver en tant que mouvement et à réfléchir à la stratégie d'application de nos victoires et de nos abolitions pour les pérenniser dans le temps. Et je trouve que la loi de 2021 et ce qu'on a réussi à avoir sont des parfaits exemples. Et c'est des choses qu'on a à réfléchir ensemble en France, mais aussi au niveau européen. Donc nous, on réfléchit aussi au niveau européen avec notre partenaire qui s'appelle Eurogroup for Animals pour essayer de partager nos compétences, nos retours d'expérience pour grandir en tant que mouvement collectif sur la mise en application de nos victoires. Et je trouve qu'on s'est juste arrêté à la victoire, alors qu'aujourd'hui, on est dans l'après. Et l'après, c'est très pragmatique et c'est la vie des animaux, quoi. Voilà, merci.
Bonsoir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci particulièrement à Tiffaine Lagarde qui m'a beaucoup touchée avec ces mots. J'ai depuis plusieurs années l'envie de faire de l'action directe. Et de mes petites recherches, je n'ai pas vraiment vu d'accès. Et je pense que c'est voulu du fait de la criminalisation des activistes, de ne pas pouvoir rentrer dans des mouvements comme ça d'action directe très facilement. Donc je ne sais pas si la réponse à cette question pourrait être possible, mais comment on fait pour vous rejoindre? Alors merci à toutes les interventions et je me permets d'enchaîner avec une question pour Tiffaine Lagarde au sujet de l'engagement durable et le soin de militants et comment vous gérez pour avoir des actions directes durables, gérer la violence des abattoirs, la violence de la répression et comment, on s'occupe des militants pour perdurer dans la durée. Merci. Peut-être, j'espère, tu peux te présenter. Pardon, je m'appelle Jesper de 269 Life France, Strasbourg. Voilà. Merci. D'autres interventions rapidement, et puis ensuite on va donner rapidement un tour de réponse. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je me permets de poser cette question parce qu'on en parlait avec mon voisin. Souvent, la question des régimes alimentaires, c'est souvent quelque chose qui est porté par des femmes, ou en tout cas, même c'est un cliché. Être végétarien, c'est souvent quelque chose qu'on associe à des femmes. Donc je voulais savoir comment on pouvait essayer de transcender le genre avec la question animale, et même donc pour essayer d'élargir la question, comment on peut aussi rendre l'antispécisme une question antiraciste et décoloniale également. Voilà, merci. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, je vous posais une question sur le rapport au mouvement écologiste. J'ai le sentiment que l'une des reculs ces dernières années du mouvement antispéciste, c'est lié aussi à l'exclusion qui a été faite de ce mouvement-là, enfin de cette lutte-là au sein de l'écologie politique. Et du coup, je voulais savoir si vous avez des réactions ou des choses à dire vis-à-vis de ça. Parce que moi, personnellement, je le vis mal et ça m'inquiète beaucoup pour la suite. Alors, moi, je voulais dire à Tiffaine, l'artiste, merci, ici. Merci d'être venue avec un animal, parce que je pense que quand on parle d'une cause, le minimum, c'est qu'il y ait au moins un représentant, en fait, des personnes dont on parle. Et peut-être que par effraction, chacun, c'est la question, puisqu'il en faut une, peut-être, mais ce n'est pas évident, peut-on aller par effraction amener des animaux, justement, là où ils n'ont pas d'espace et leur en proposer et faire quelque chose de concret chaque jour. Voilà. C'est une question pour tout le monde. Alors, on va être pris par le temps, malheureusement. Je vais peut-être redonner la parole rapidement aux intervenants concernés, puisque dans 10 minutes, on va avoir un grand bruit qui va nous amener à devoir quitter cet espace. Et je vous remercie pour l'espace de discussion qu'on a créé. Je donne la parole peut-être à Brigitte Gauthier, qui a été sollicitée à plusieurs moments dans les questions. Merci pour vos questions. Alors, L214, évidemment, c'est une association qui s'inscrit dans le mouvement antispéciste qui est abolitionniste et qui le revendique. Maintenant, effectivement, on ne croit plus, je pense. Voilà, moi, ça fait une trentaine d'années maintenant que je m'investis sur la question animale et je crois qu'on ne croit pas au grand soir ou à un renversement extraordinaire qui va se passer en un instant. Et du coup, on va chercher à grappiller les avancées qu'on peut. Et donc, ça va être dans le recul des pires pratiques avec des implications sur des millions d'individus d'un coup. C'est toute la stratégie qui est développée, notamment que vous pouvez retrouver dans les cahiers antispécistes. Je vais faire plus court, oui. Lisez les cahiers antispécistes et comment Éric Marcus décrit comment on met des bâtons dans les roues de l'industrie de la viande. Martin Balouk aussi en a parlé. La vision stratégique de Henri Spira, c'est comment on réussit à
à cranter. Tobias Lennart aussi aborde cette question-là sur est-ce qu'il faut d'abord changer les mentalités ou d'abord changer les comportements et vice-versa. Voilà comment ça se... Donc quand on réussit à faire reculer un petit peu l'emprise spéciste sur les pratiques aujourd'hui, en fait, on commence à gagner un petit peu de terrain. Et puis, on est un mouvement qui est finalement, alors qui est très vieux, puisque bon, dans l'Antiquité déjà, il y avait des personnes qui défendaient les animaux, mais peut-être assez récent quand même, et que du coup, on a intérêt à bâtir un mouvement qui obtient des avancées, qui montre qu'il est capable de remporter des lois, d'avoir des lois qui arrivent, d'avoir des entreprises qui bougent. Et on a besoin de ça pour pouvoir avancer. Donc oui, nous, on a des... Mais quelque part, L214, c'est aussi une association sectorielle. On est uniquement sur la question animale et uniquement sur les animaux qui sont élevés, tués ou pêchés pour la consommation alimentaire. Donc on est déjà sur une petite partie et on crante sur des petites parties. Voilà. Alors que, voilà, tous, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et il y a plein de choses à faire. Nous, en tout cas, c'est la stratégie qu'on a choisie, qui n'est pas très spectaculaire, pas très vécue comme étant radicale, mais voilà, on pose des crans et on fait reculer peu à peu ce qui se passe pour les animaux, avec plus ou moins de succès. Et justement, on se fixe des objectifs et on essaye de se tenir aux objectifs qu'on se fixe. Il y avait quelques questions aussi sur est-ce que le mouvement est en perte de vitesse et pourquoi il est en perte de vitesse. De notre côté, on voit très bien que le Covid a mis un espèce de point d'arrêt sur les mobilisations collectives et que ça reprend petit à petit. On le voit aussi sur les mouvements, sur la question de l'environnement, où ça a vraiment mis une espèce de point d'arrêt. Et effectivement, la situation, en fait, depuis la fin du Covid, il y a plusieurs guerres qui se sont enchaînées, des situations dramatiques aussi pour les êtres humains, et que c'est bien difficile aujourd'hui de se frayer un chemin dans les médias, qui, par ailleurs, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que peut-être il y a des difficultés dans les médias qui ne sont pas dues qu'à l'actualité. Voilà, donc ça fait plein de facteurs limitants au fait qu'on puisse s'exprimer sur la question animale. Voilà. Mais après, les résistances, elles sont politiques, elles sont commerciales, mais je pense que la majorité des gens sont prêts à bouger pour autant qu'on change leur environnement alimentaire, environnement de pensée aussi. On parlait du langage, Tiffaine t'en parlait. Il y a des choses à faire et voilà, c'est pas perdu. Le pire n'est pas certain. Je pense vraiment qu'on peut obtenir des avancées qui peuvent être spectaculaires dans les années qui viennent. Mais effectivement, il faut qu'on s'accroche. Et ça rejoint un peu ta question sur comment on prend soin de nous-mêmes aussi, des personnes qui s'engagent, comment on crame pas tout le monde. Et c'est un vrai enjeu qui est dans l'ensemble des mouvements militants, que ce soit le syndicalisme ou tous les mouvements justement de lutte sociale. Je ne sais pas si Tiffaine Lagarde est parmi nous pour répondre aux questions qui lui ont été posées. Non, elle a dû partir. Je ne sais pas si vous voulez rebondir en particulier sur la dimension... Oui, Tiffaine, tu veux... Sinon je crois que Douchka... Vas-y, allez. Non, je voulais juste rebondir. Effectivement, je me suis posé la question de venir avec Fantin parce que normalement, quand il fait nuit, il préfère dormir. Donc, je me suis vraiment posé la question. Mais en même temps, avec les cochons d'Inde, ils n'aiment pas trop bouger. Avec mes chiennes, les planquer sous la veste, c'était pas facile. Mais finalement, on est rentré vraiment par effraction. Je ne me suis pas rendu compte, mais... Messieurs, nous vous informons que... Voilà, comme par hasard. Fermer ses portes dans quelques minutes. Il me stresse, ce mec, à chaque fois. Commencez à vous diriger vers les sorties. Et donc, voilà, juste... Chut.
Chut! Comme par hasard, c'est une voix de mec. Supportable. Il va nous faire les 268 langues. Non, c'est bon. Oui, je vous encourage, pour celles et ceux, même si on sait qu'on voudrait mettre fin à la domestication, hein, mais c'est ce que disait madame qui... voilà, qui a un... Messieurs, nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Je crois qu'on va devoir y aller. Merci beaucoup. Mais voilà, rejoignez les partis, les assos, donnez au sanctuaire, achetez les œuvres de Willen, contactez-moi pour le spectacle, écoutez nos podcasts. En fait, déjà, tout ça, c'est quelque chose. Et changer la langue, la façon de parler, bah, ça coûte rien et c'est tout de suite. Donc faites quelque chose en sortante, quoi. Repartez pas sans rien. Devenez vegan, hein, sinon c'est n'importe quoi. Voilà.